Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous continuerons à nous interroger encore au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste. Et notre grande interrogation du jour, crise ukrainienne, Macron invective l'Afrique vers une diplomatie du chantage. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Je me reprends, crise ukrainienne, Macron invective l'Afrique vers une diplomatie du chantage. En tout cas, nous nous interrogeons. Au Cameroun, Emmanuel Macron accuse l'Afrique d'hypocrisie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui l'a déclaré au sujet de l'invasion russe par la Russie. Le président français assure qu'il n'est pas dupe au sujet des pressions diplomatiques. Quand il dit pas dupe, c'est lui qui le dit. Quand il dit pression diplomatique, c'est également lui qui le dit, qui explique le refus de certains dirigeants à qualifier de guerre la situation en Ukraine. De quoi parle-t-on finalement ? Contrer l'influence de Moscou en Afrique était un des objectifs de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Le président français a abordé le sujet dès sa première prise de parole le mardi 26 juillet dernier à Yaoundé lors d'une conférence de presse avec son homologue camerounais Paul Biya. Paul Biya, il a critiqué l'hypocrisie du continent vis-à-vis de la Russie et de son invasion de l'Ukraine. Pour Emmanuel Macron, jusqu'à preuve de contraire, les États africains n'ont pas condamné la Russie et il les appelle justement à condamner la Russie dans cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Il dit, je cite, « Je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, à ne pas savoir qualifier une guerre parce qu'il y a des pressions diplomatiques. Je ne suis pas dupe, » a déclaré le chef de l'État français, sans désigner directement la Russie. Il voit un contraste entre cette attitude et celle des Européens qui n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Pour lui, jusqu'à preuve de contraire, les Africains n'ont pas encore reconnu cette guerre et ne veulent surtout pas la nommer. Nous avons besoin de vous parce que sinon, ce chemin se reproduira à l'envi, a poursuivi Emmanuel Macron. Il a assuré que la France était le pays qui s'est le plus engagé pour les États africains à leur demander pour leur sécurité, alors que la Russie s'implique davantage dans ce domaine par l'intermédiaire du groupe de mercenaires Wagner. Ce sont toujours les propos d'Emmanuel Macron que nous avons retenus dans Panafricaniste TV. Interpellé lundi donc par un collectif de partis politiques camerounais qui l'appelait à reconnaître les crimes de la France coloniale, Emmanuel Macron ne l'a pas fait, mais il a exprimé le souhait que soit lancé un travail conjoint d'historiens camerounais et français pour faire la lumière sur des moments douloureux et tragiques. Il a pris l'engagement solennel d'ouvrir des archives en totalité à ce groupe d'historiens, comme l'avait déjà fait François Hollande en 2015. Une promesse qui n'a pas tenu. Celle-ci, venant d'Emmanuel Macron, sera-t-elle tenue ? En tout cas, nous nous interrogeons. Voilà pourquoi nous posons la question ce matin. Crise ukrainienne, Macron invective l'Afrique vers une diplomatie du chantage. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yamin Timba. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir sur notre plateau encore ce matin. Ben, je vous en prie. Je tiens à rappeler que vous avez également commis un livre, Yamin Timba, Porte Bokibon. Le livre qui est sorti d'ailleurs aux éditions, on va le dire comme ça, Éclosion, l'avenir du livre, collection Source. Le livre, vous l'avez là. Qu'est-ce qu'on peut dire du livre? Il coûte déjà combien? Parce que nous sommes en Afrique. Non, je ne crois pas que c'est par rapport à l'Afrique ou hors de l'Afrique. C'est le savoir, c'est tout. Et c'est un travail, et tout travail mérite rémunération, une contrepartie. Donc, le livre, il ne coûte pas cher. Il coûte 15 000 francs CFA, l'équivalent à peu près de 25 euros, 25 euros, 25 dollars. Donc, voilà. 25 euros, 25 dollars. Et on peut le trouver où? Vous pouvez le trouver au Cameroun aux éditions Éclosion ou en prenant contact avec, en allant sur la page Facebook Porte Bokibon, où vous trouverez un certain nombre d'informations pour le trouver. Et vous le trouverez à partir du 15 sur Amazon. Et il faut préciser par ailleurs qu'on parle de la parole et l'action. Pourquoi la parole et l'action? La parole et l'action parce que il est temps, justement, en Afrique, de passer de la parole, des implications et des appels
des remarques, etc., à l'action. Je pense il y a 5 ans ou 5-7 ans, je participais à la rédaction d'un livre, l'Afrique s'était résignée à la colonialité, et l'un des thèmes que j'abordais était l'idée que si nous disons, lorsqu'on dit qu'on est un expert ou un spécialiste, lorsqu'on dit qu'on a des compétences particulières et qu'on est un penseur, eh bien, si vous êtes ceux qui savent, alors soyez également ceux qui font. Ne soyez plus simplement ceux qui font pendant que le monde autour de vous s'écroule. Donc, Pod Bokibon, c'est un appel à ce que nous allions l'action à la parole. Nous ne devons plus simplement parler, nous devons désormais agir. Et le thème, le titre en langue bassa, c'est une sorte d'agacement pour dire que j'aurais aimé parler dans ma langue, qui devrait être celle que je parle et qui se parle normalement, mais on est obligé de parler en français encore pour le moment. Peut-être viendra-t-il très vite le temps où nous allons parler dans une langue locale et exprimer là toute la saveur des connaissances que charrient nos langues, que portent nos langues. Donc, c'est un peu ça l'idée. Merci à vous, Dr Yamtimba, pour ce livre déjà. Je rappelle que vous êtes écrivain depuis belle lurette déjà et que ce livre est assez romancé. Oui, c'est un roman. L'idée était j'hésitais entre rédiger un essai et faire quelque chose qui permette de parler à la plus large majorité possible de citoyens camerounais et africains. Oui. Et donc j'ai décidé de faire quelque chose de romancé pour écrire simplement, le plus simplement possible. Je pense que là, je vous ai parlé tout à l'heure d'un livre qui datait de quelques années, et c'était beaucoup plus un essai, c'était un peu plus complexe. Mais là, on écrit le plus simplement possible pour parler de tous les sujets qui sont abordés par Pod, le jeune homme qui a rencontré la jeune femme Kibong, et avec lequel il discute de nombreux sujets, le franc CFA, la terre, la gestion de la terre en Afrique, la chefferie traditionnelle, MAC, les stratégies économiques, les théories de Adam Smith, Ricardo Turgot, mais également la gestion de nos villes, et puis des questions essentielles comme par exemple comment structurer, réorganiser la justice, comment ce qui est, si vous voulez, le Parlement chez nous, comment il devrait être organisé. Et on s'inspire de nos traditions dans lesquelles un Parlement, c'est un collège de femmes et un collège d'hommes. C'est comme ça que ça s'est toujours fait. Et avec l'idée que le pouvoir était toujours partagé. C'est pour ça que la couverture, vous voyez, c'est un couple pharaonique. Le pharaon, dans l'Afrique ancienne, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas un homme qui est un roi. C'est pour ça qu'on dit toujours aux égyptologues européens, vous n'avez pas compris l'Afrique. Ce n'est pas un homme. Le pharaon, c'est la maison royale. Donc c'est en fait l'homme et sa femme. Et généralement, ils sont co-chefs d'État. Et il y a donc cette espèce d'égalité fondamentale, disons absolue, radicale entre les deux, et qui fait que les problèmes comme les problèmes de genre, on vous rappelle soit en Beijing, ça n'a aucun sens chez nous. Et beaucoup de gens vous diront, ouais, mais Sir Liv Johnson était le premier chef d'État, la première femme chef d'État en Afrique, mais c'est faux, il y en a toujours eu tout au long de l'histoire ancienne de l'Égypte, et de l'Afrique, depuis la Nubie, l'Égypte, et puis les royaumes qui ont suivi. Donc c'est vraiment une remise en question de la vision que les gens ont de l'Afrique, alors qu'en parlant simplement de ses propres traditions et de ses propres valeurs, eh bien vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout comme ça qu'est l'Afrique. Et là, il y a beaucoup d'autres thèmes tels que l'homosexualité, qui pour les Africains est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de demi-mesure sur cette question. La polygamie, qui n'est pas le fait pour un homme d'aller chercher des femmes dehors, c'est le fait des femmes. C'est elles qui décident que vous allez, vous leur mari, vous allez avoir une autre épouse pour lui assurer une descendance. Donc c'est lié à la descendance, pas à la pression économique. Donc il y a beaucoup de choses dont j'essaie de discuter et qui sont nées de nos échanges avec vous, avec beaucoup d'autres, et on essaie. Mais l'un des éléments fondamentaux, c'est de dire aux Africains de revenir à la science fondamentale, grâce à laquelle, aux sciences dures, aux sciences fondamentales, qui sont toutes basées sur la compréhension du monde et sur des éléments méthodologiques de complexité qui nous permettent en réalité de mieux comprendre le monde et qui nous permettront demain, d'abord aujourd'hui, une restauration de notre passé, mais également demain une projection sur l'avenir pour construire un monde meilleur dans lequel nos populations et les hommes de toute l'humanité vivront mieux.
En tout cas, à vous tous d'ailleurs qui nous suivez sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram et sans oublier TikTok, vous n'avez qu'à vous procurer ce livre de Dr Ian Bentimba, Dominique Podbokibon. D'ailleurs, vous l'aurez dans les jours à venir sur Amazon, vous pourrez cliquer. Eh bien, vous pourrez l'avoir rapidement en contentant, tout simplement, on le dit, l'auteur lui-même qui est sur notre plateau ce matin. Docteur Yamtibal, notre grande interrogation, crise ukrainienne, Macron invective l'Afrique vers une diplomatie de chantage. Vous avez suivi d'ailleurs Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Yaoundé, la capitale du Cameroun, où il déclare « Nous avons besoin de vous parce que sinon ce chemin se reproduira à l'envi ». Il déclare, et je cite encore, le pays qui s'est le plus engagé pour les États africains à leur demande pour leur sécurité, c'est la France, alors que la Russie s'implique davantage dans ce domaine par l'intermédiaire du groupe de mercenaires Wagner. Vous, quelle est votre réaction? Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi vide de sens et j'avais plutôt pitié du président français quand je l'entendais parler. En regardant cette conférence de presse, j'avais pitié de lui parce que il avait manqué une bonne occasion de se taire ou de parler d'autre chose. Lorsque vous revenez en Afrique en 2022, nous parlons du fardeau de l'homme blanc. Je pense que c'est soit une blague de mauvais goût, soit c'est une provocation, soit vous êtes complètement à côté de votre voyage. En fait, vous ne savez peut-être pas très bien pourquoi vous êtes là, ou alors vous êtes dépassé par les événements. Et c'est peut-être ça la dernière chose, et c'est pour ça que j'ai eu pitié de lui. Sérieusement, j'ai eu pitié de lui. Parce que venir dire que vous êtes engagé en Afrique, j'aimerais bien savoir où. Vous venez en Afrique, vous installez vos bases militaires qui sont financées par le franc CFA. Où est votre engagement? Votre engagement est où? Monsieur, s'engager, ça veut dire je prends sur moi de mes ressources et puis je les mets à votre disposition. C'est ça un engagement. Mais vous prenez mes ressources, vous payez, vous venez, vous les exploitez, elles font tourner votre pays et vous dites que vous êtes engagé chez moi. Comment, quand, où? D'ailleurs, pour quel résultat? Pendant qu'on y est, les résultats sont où? Donc c'est pathétique d'entendre un chef d'État d'un pays qui n'est pas négligeable. La France n'est pas un pays négligeable, c'est un pays important. Mais entendre cela devenir de son chef d'État à quelque chose de pathétique et qui force finalement à essayer de se demander si la France n'a pas besoin d'une nounou. C'est quand même dur. Ce n'est pas dur, je fais juste un constat. Et en fait, ce qui est dur, c'est que lui, il a dit ce qu'il a dit. Lorsqu'il dit, alors il dit que les Africains sont hypocrites. Pourquoi vous voulez que les problèmes qui se passent en Europe, qu'on ait un point de vue? Pourquoi? Quand il y a un problème, quand il y a sur les problèmes qu'il y a, par exemple, je prendrai quel conflit interfrontalier que nous avons en Afrique, par exemple la RDC ou le Rwanda. Vous avez entendu combien de pays européens prendre position sur la question? Mais pourquoi il faut-il que dès qu'il y a une luciole qui s'allume un peu dans la nuit de l'Europe, il faut que les Africains commencent à dire quoi que ce soit? Il y a quelque chose qui ne va pas chez les Européens. Et ils ont le sentiment que leurs problèmes sont les problèmes de tout le monde. Non, vos problèmes sont vos problèmes, ce n'est pas le problème de tout le monde. Pas du tout. Et au-delà de cela, je crois que traiter les gens d'hypocrites chez eux, c'est faire preuve de très mauvaise éducation. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Enfin, je ne sais pas quelles sont les valeurs des Européens, mais chez nous, en Afrique, vous ne pouvez pas aller dans la maison de quelqu'un et le traiter d'hypocrite. Enfin, je suis parfois perdu avec nos amis européens, de manière générale, particulièrement nos amis français. Ils ont leurs ministres qui s'assiedent devant nos chefs d'État, ils croisent les pieds. Chez nous, en Afrique, ça ne se fait pas. On ne croise pas les pieds devant un aîné. On ne croise pas les pieds devant un supérieur. Ça ne se fait pas. Eux, ils viennent, ils font ça. Je ne sais pas où ils se croient. Et ils ne comprennent pas que les Africains leur regardent de plus en plus avec mépris. Parce qu'ils se disent, mais ces gars, ils n'étudient rien. Ils ne peuvent pas poser des questions. Quand on va chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Les règles simples de bienséance demandent quoi? Quand vous allez chez quelqu'un, mais tous les touristes le savent. Quand vous allez faire du tourisme dans un pays, la première chose que vous faites, c'est quoi? Vous recherchez un petit document, les do and don't. Que faut-il, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? C'est le minimum. Tous les touristes ont cette brochure quand ils vont dans un pays. Alors, mais eux, les Français, les dirigeants français, quand ils viennent dans nos pays, ils ne savent pas du tout ce qu'il faut faire. Mais en fait, ils ne savent peut-être pas forcément, ou ils savent, mais ils se disent que c'est comme ça
qui vont se comporter ici pour nous montrer qu'ils sont ce qu'ils sont. Vous avez déjà vu un président européen ou occidental faire la revue des troupes avec la veste ouverte? Vous avez déjà vu ça? Mais c'est un mépris terrible pour notre armée. Mais ça ne se fait pas. Vous pouvez, mais quand vous faites la revue des troupes, mais monsieur, vous êtes sanglé dans votre troupe, vous devez être aussi strict que les militaires que vous saluez, donc vous faites la revue des troupes. On ne peut pas vous permettre de venir là où vous êtes débraillé parce qu'avoir la veste ouverte, c'est que vous êtes debout. C'est du stylisme. Avoir la veste ouverte quand vous êtes debout, c'est que vous êtes débraillé. Vous ne pouvez donc pas. Je suis sûr que si des gens comme la haute couture européenne a vu ça, je crois qu'ils devaient s'étrangler. Si vous êtes débraillé, vous ne pouvez pas faire la revue des troupes d'un État en étant débraillé. Vous passez devant nos colonels, vous imaginez ce qu'ils représentent pour nous, nos officiers, notre troupe. Vous passez débraillé devant eux. Mais ce n'est pas sérieux. Or, ces gars, ils savent. Oui. En fait, ils le font exprès. Et ils nous traitent d'hypocrites exprès. Mais ça peut être aussi par agacement, parce qu'ils se rendent compte que nous ne suivons plus leur façon de faire. Et comme nous ne suivons plus leur façon de faire, ils nous traitent d'hypocrites. Mais ça, à la limite, pour nous les Africains, c'est comme des gouttes d'eau sur notre dos. Les gouttes d'eau, vous savez, la pluie, là, quand il pleut et que vous recevez de l'eau sur le dos, ça tombe et ça coule. Après, ça sèche, il n'y a plus rien. Donc, il se trouve simplement que le président français a été dépassé par les événements à Yaoundé. Il a été tout simplement manipulé pendant cette conférence de presse par un vieux monsieur et il n'a pas très bien, il n'a pas maîtrisé l'environnement, il n'a pas maîtrisé le contexte. Et c'est pour ça qu'il s'est pourfendu en déclarations les unes plus graves que les autres. Et je puis vous assurer que toutes ces déclarations auront des conséquences. Jusqu'à preuve de contraire dans les discours d'Emmanuel Macron, c'est comme s'il poussait justement aujourd'hui les Africains à être responsables de ce qui se fait du côté de l'Ukraine et surtout à prendre parti. Il déclare « Je ne suis pas dupe ». Nous, on n'est pas là pour nous préoccuper de ce qu'il est ou de son état d'esprit ou pas. Ça ne nous intéresse pas. Après, on peut l'écouter parce que c'est quand même un partenaire. Il est un partenaire économique, c'est un pays qui existe. Mais à la limite, ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas vraiment, c'est des considérations secondes. Oui. Et vous avez vu que le président Biya lui a dit, par rapport à la Russie, moi, ce qui était prioritaire, c'était d'assurer la routine diplomatique qui consistait à reconduire une vieille amitié, un accord. Donc, vous voyez que sa priorité, ce n'est pas tout ce que l'autre. Je ne sais pas s'il a très bien analysé tout ça. C'était une façon de lui dire ce que vous pensez de ce qui se passe en Ukraine, j'en ai rien à cirer. Ce qui m'importe et ce qui est prioritaire et utile pour moi, c'était cette routine diplomatique. Donc vous, votre préoccupation, gérez-la. Moi, j'ai géré la mienne, puisque j'ai mon accord. J'ai désormais un accord de coopération militaire renforcée. C'est ça qui me préoccupait, c'est ça qui me concerne. J'ai réglé mon problème. Vous avez le vôtre, pourquoi vous voulez me mêler à ça? On a l'impression aujourd'hui que la France est en guerre contre la Russie sur le continent africain parce que, jusqu'à preuve du contraire, les États africains ont embrassé entièrement et totalement la Russie. Non, la France est en guerre contre le vent. La France est en guerre contre le vent. Parce que la Russie n'est pas concurrente de la France ici. Donc, elle fait la guerre au vent. Je ne sais pas, vous faites la guerre au vent, vous allez la gagner comment? C'est ça que les Français ne comprennent pas. Et c'est pour ça que vous avez vu le président Macron s'embrouiller là devant le président Biya. Qui peut lui dire, je n'ai rien compris, je n'ai pas compris la question. Mais comme justement le contexte culturel est tel que lui, il n'a pas compris ce que Biya fait. Chez nous, en Afrique, quand un vieux dit, je n'ai pas compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne me posez pas cette question. Je n'ai pas à y répondre. C'est ça que ça veut dire en Afrique. Quand un vieux dit, si vous avez un cadet, il vous demande quelque chose, vous dites, je n'ai pas compris. Ça veut dire, ne me pose pas cette question-là, je ne me concerne pas, je n'ai pas à y répondre. Bon, nous, tous les Camerounais ont compris ça. Sauf ceux qui veulent devenir des blancs à peau noire, ont compris que c'est ce que le président Biya lui disait. Oui. Mais bon, il n'a pas compris, il a même voulu, il est devenu interprète, comme si Biya ne savait pas parler français. Quand on a laissé le micro, pourquoi il a entendu? Donc, il était simplement en train de dire, je ne veux pas répondre à cette question, c'est tout. Et il n'a pas répondu. Aussi simple que ça. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le contexte actuel, oui, le président Macron n'a pas compris à qui il avait affaire. Donc il fait la guerre au vent. Parce que la Russie n'est pas en concurrence avec la France. D'ailleurs, la Russie ne peut pas.
se retrouver en concurrence avec la France sur aucun point. Et il le sait. La Russie en Afrique est invitée. C'est une invitée qui fait ce pourquoi elle a été invitée et qui est payée pour ça. La France en Afrique, c'est un bandit, un braqueur, qui est arrivé un jour, il a tout cassé, il a volé des choses et il tient tout le monde en joue. Si vous bougez, je tire. Si vous bougez, je tire. C'est ça la position de la France. La Russie, c'est une invitée qui est assise. Peut-être que parce que c'est une invitée, il peut boire du bon vin de palme. Et la France, on ne lui en offre pas. Donc, il faut savoir choisir. Vous voulez être une invitée, on vous offre du bon vin de palme, une cola de paix. Ou vous êtes un braqueur. Et évidemment, les braqueurs, vous trouvez un braqueur dans votre cuisine, vous ne lui offrez pas à manger. Enfin, sauf si ça se fait ailleurs, mais chez nous en Afrique, ça ne se fait pas. Donc, ils font la guerre au vent. Et il se trouve que nous, les Africains, nous sommes dans une période de reprise de notre initiative historique. C'est pour ça que nous pouvons inviter la Russie. Et cette reprise de l'initiative historique se heurte à une contre-révolution française qui n'a pas du tout envie de lâcher prise. La vérité est que si la France lâche prise, elle sombre dans le classement mondial des pays. Parce qu'aujourd'hui, le franc CFA, lui tout seul, représente à peu près 15% ou 20% du PIB de la France. Donc, il est important que la France s'accroche. Mais elle se trompe. Elle pourrait lâcher prise et gagner 10 fois plus. Mais pour qu'elle gagne 10 fois plus, il faut qu'elle travaille. Parce que la France, elle ne travaille pas. Il faut qu'elle se mette au boulot. Qu'elle apprenne à vivre de ses ressources. L'Allemagne n'est pas morte, hein, et l'Allemagne est encore la première puissance économique européenne. Or, elle n'a plus de colonies en Afrique. La Grande-Bretagne n'est pas, mais elle n'a pas disparu. Elle est toujours là. Elle est même en avance sur la France, sur le plan économique. Donc la France doit apprendre à vivre de ses ressources. Le Portugal n'a pas disparu, l'Espagne n'a pas disparu, la Hollande n'a pas disparu, l'Italie n'a pas disparu, la Belgique n'a pas disparu. Donc il faut que la France intègre le fait que l'Afrique s'est terminée. On peut donc dire que le voyage d'Emmanuel Macron sur le continent africain, c'était un voyage de replâtrage ou de rattrapage? Vu comme ça, oui, c'était certainement ça de son point de vue, mais pour la plupart des Africains, c'était inutile. En fait, beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire. Ils n'avaient pas compris le message. Oui. Le message était pourtant clair depuis toujours. Et je me rends compte que les idées que nous défendons depuis très longtemps, les journalistes dont on s'entendait le moins qu'ils les présenteraient, ce sont ces idées-là qu'on lui a présentées. Et vous avez vu comment il est devenu tout rouge. Mais il est devenu rouge parce qu'il ne comprend pas le contexte. Il ne comprend pas que la reprise de l'initiative historique par les Africains est une déferlante qu'on n'arrêtera pas. Et l'Europe doit faire attention, revenir à ses classes historiques. Pour que l'Europe puisse conquérir l'Afrique et qu'il y ait colonisation à la fin du 19e siècle, c'était le décalage, le déséquilibre démographique. Ils avaient 450 millions d'habitants, l'Afrique n'en avait plus que 100. Forcément, vous ne pouvez pas, pour quelqu'un qui a, dans ce rapport de 1 à 4, vous ne pouvez pas faire le poids. Ben, aujourd'hui, le rapport s'est inversé. Pour le moment, il est de 1 à 2,5. 600 millions d'habitants, 1,5 milliard. En 2050, à peu près 800 millions d'habitants, 2,5 milliards. En 2100, l'Afrique aura 5 milliards d'habitants, l'Europe n'aura même pas 1 milliard d'habitants. Nous, on n'a pas l'intention de les coloniser, si c'est ça qui leur fait peur. Ça ne nous intéresse pas du tout. Nous allons simplement leur fermer la possibilité de pillage. Donc, il n'y aura plus de la possibilité de piller l'Afrique. Mais évidemment, s'ils ont la capacité de se reformer, de repenser leur développement, de ne pas continuer à raconter partout comment l'Afrique est leur avenir. L'Afrique n'a aucune envie d'être l'avenir de personne. L'Afrique est l'avenir de l'Afrique. L'Afrique ne veut pas être l'avenir de quelqu'un d'autre. Donc, s'ils n'ont pas la possibilité de l'accepter comme ça, ils ne pourront pas travailler avec nous. Pendant ce temps, Macron a continué quand même les invectives. Fait-on aujourd'hui, en tout cas, je veux le dire, la France fait-elle désormais la diplomatie du chantage? Mongo Betty vous aurait répondu, ah, le pauvre. Oh là. Et vous lui aurez demandé, mais pourquoi le pauvre? Il vous aurait dit, vous savez, quand on manque de mots, on utilise l'invective, l'insulte, la violence. La France est à court d'arguments. Qu'est-ce que la France peut encore dire à un pays africain aujourd'hui qui puisse être crédible? Quoi?
Citez-moi une seule chose que la France peut dire à un pays africain, en tout cas les anciennes colonies ou les anciens pays sous mandat ou sous tutelle comme le Cameroun ou les anciennes colonies comme le Bénin. Qu'est-ce que la France peut leur dire aujourd'hui et que cela leur paraisse encore crédible? Elle s'est décrédibilisée elle-même. La France aurait respecté les accords de tutelle qui disaient que la tutelle c'était 10 ans, 46-56, qu'on n'aurait pas eu de problème. Les choses se seraient passées au mieux et un pays comme le Cameroun serait probablement au niveau de la Corée du Sud ou au minimum de la Thaïlande aujourd'hui. Ça ferait des partenaires solides pour la France. Mais au moment où la France en a le plus besoin, ces partenaires sont en train de la lâcher parce que ces partenaires-là, il y a l'émergence de nouvelles classes intellectuelles, de nouvelles classes politiques, de nouvelles classes économiques, de nouvelles classes scientifiques, culturelles, etc., qui n'entendent pas se laisser dicter leur avenir par quelqu'un qui n'en sait rien, qui n'entendent pas se laisser orienter par un pays dans une direction qui n'est pas en concordance avec leur propre culture, leurs propres valeurs, leurs propres idéaux, leur propre vision du monde. Et du coup, la France est, comment on dit ça, est perd-pied, elle est affolée, et dans son affolement, elle fait tout et n'importe quoi. Et se faire tout et n'importe quoi n'est pas bien. Parce que ce que les Camerounais ont retenu particulièrement, c'est qu'on a eu un président qui n'était pas à la hauteur, et un président fêtard. Vous verrez rarement des présidents qui viennent et s'en vont faire la fête. Vous ne pouvez pas venir faire la fête au Cameroun, venez en vacances. Mais vous venez pour une visite d'État, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller faire la fête. C'est contre les valeurs africaines. Et c'est autant de choses que nous disons aux Européens, ils ne comprennent pas. C'est l'image, ce sont ces traces mémorielles qu'ils laissent qui nous permettent de dire ces gars-là ne sont plus à la hauteur et nous savons maintenant qu'en fait, il est temps de passer à autre chose. Merci à vous, Dr Yamtima, d'avoir été de nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité encore une fois. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée en espérant vous retrouver très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.